Mesdames et messieurs, bienvenue dans Africa Entretien. Africa Entretien, un espace de la rédaction d'Africa Télévision. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Merveille Lundvula de l'émission Replique co-présente cette émission avec moi. Bonsoir Merveille. Bonsoir Laurie. Et nous avons comme invité Monsieur Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC. Bienvenue dans cette émission. L'actualité reste dominée, comme vous le savez, par le conclave de l'opposition initié par le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Toutes les forces acquises au changement ont été invitées à ce conclave. La première question est de savoir quelle est la position du MLC. Écoutez, c'est une question intéressante. Nous avons la même position que dans le temps. C'est-à-dire que nous sommes restés sur les fondamentaux de chercher à ce que la constitution de ce pays soit respectée, notamment pour les élections présidentielles et législatives. Je pense que l'UDPS aussi, ainsi que les autres collègues de l'AR ou du G7, sont restés sur cette même position. Maintenant, comme je peux vous le dire ici, nous pouvons diverger sur les stratégies, mais nous avons le même objectif. Et donc, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des stratégies utiles et opportunes pour réaliser l'objectif, même si nous ne sommes pas là, mais je pense que nous allons atteindre au bon moment l'objectif voulu. Même si vous n'êtes pas là, on nous dit que des invitations ont été envoyées. Le MLC officiellement n'a pas été invité? Je ne peux pas vous le confirmer, mais on sait très bien que le MLC n'a pas souscrit à la logique du dialogue, parce qu'un dialogue autour d'Eden Kodjo, nous avions déjà participé aux concertations nationales, l'UDPS n'était pas venu aux concertations, donc nous avons de l'expérience, nous avons des acquis par rapport à la capacité de la majorité présidentielle de respecter les engagements. Donc nous ne voulons pas de ce dialogue, nous disons allons aux élections. Maintenant, M. Tshisekedi, avec les autres amis, veulent discuter autour de ces questions. Nous espérons qu'ils trouveront un compromis intéressant pour que nous aboutissions finalement au même résultat. C'est-à-dire que pour nous, nous devons avoir des élections cette année. On ne devrait pas y avoir une transition. Et s'il y a transition, ça sera M. Kabila, le chef de l'État. La dynamique de l'opposition a été invitée et nous avons appris aujourd'hui qu'il y a une équipe qui était déjà à la maison Schengen pour demander les visas. Il s'agit de M. Olengankoy. Il y a eu M. Patrick Mayombe qui fait partie de la délégation. Il y a également Martin Fayoulou. Mais où se trouve Mme F. Bazaïba? Mme Bazaïba a été atteinte, je veux dire dans son intégrité physique, elle a été atteinte lors de la marche, dont elle est en incapacité physique. Donc même si elle avait reçu une invitation officielle, elle n'allait pas s'y rendre. Maintenant, comme je vous le dis, il n'y a pas conflit autour de cette question. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le président Tshisekedi, qui est le président de l'UDPS et qui est le premier parti de l'opposition, nous sommes le second parti de l'opposition, a pris l'initiative d'aller au dialogue. Il convoque des autres camarades ou des autres compères de l'opposition pour discuter sur ces questions. Ça ne nous dérange pas. Que M. Fayoulou, que M. Olengankoy ou que X ou Y de la dynamique y aille, ça ne nous dérange pas. Le seul mariage que nous avons, nous, MLC, avec toutes les personnes qui se réclament de l'opposition, c'est sur la question du respect de la Constitution. Et je pense que, jusqu'à preuve du contraire, ce pacte n'est pas brisé. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et avant de passer la parole à Merveille, une dernière question, toujours dans le même cadre. Le président Étienne Tshisekedi organise, c'est un dialogue inter-opposition, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, et il dit qu'il aimerait que toutes les forces acquises au changement prennent part à ce conclave, mais il n'invite pas l'opposition citoyenne, il n'invite pas non plus la nouvelle classe politique et sociale. Pouvons-nous parler de l'unité au sein de l'opposition? Mais vous savez, nous venons d'organiser une marche il n'y a pas très longtemps. Le MLC a demandé à l'hôtel de ville la permission pour faire une marche qui s'est finie comme vous l'avez pu suivre. Je veux dire que les initiatives de M. Tshisekedi en tant que président national, nous les saluons. Parce que nous savons que c'est une personne qui respecte le droit, qui a milité pendant plus de 30 ans pour un état de droit et qui veut absolument que la Constitution soit respectée. Maintenant, qu'il n'ait pas invité M. Steve Bika, et si vous avez peur de citer les noms, qu'il n'ait pas invité M. Bitakwira, ça relève de sa stratégie à lui. Il a quand même la latitude de choisir avec qui il veut discuter. Je pense que vous le convenez avec moi, qu'il n'a pas l'obligation ni d'inviter le MLC, ni d'inviter M. Bitakwira ou M. Steve Bika. Et donc ça relève de son organisation. Nous n'allons pas faire de commentaires là-dessus. Nous, en tant que deuxième parti d'opposition, ayant déjà eu l'expérience des concertations nationales dont le taux d'application est inférieur à 10%, nous avons dit à M. Tshisekedi,
D'ailleurs, il est venu nous voir, hein, il a envoyé des délégués au MLC. Nous lui avons dit que nous lui souhaitons bonne chance par rapport à cette initiative du dialogue, mais que nous ne croyons pas trop en la volonté de la majorité, notamment du chef de l'État, de respecter les engagements qui y seront pris. Et raison pour laquelle nous nous abstenons et nous continuons à faire un focus sur l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, parce que nous savons très bien que ce ne sera pas si facile, ce ne sera pas avec dextérité que les schémas pourront être imposés à la majorité présidentielle. L'émission, ça s'appelle Afrique Entretien. Et vous avez dit tantôt que le MLC, si je ne me trompe pas, est la deuxième force de l'opposition. Quelle est la réponse que vous donnez à ceux qui disent que le MLC est affaibli à cause de l'absence de ses leaders? Quels sont ces leaders? C'est une question qui est quand même fondamentale. Je peux vous dire ici que naturellement le président Jean-Pierre Bemba, qui est le président national, nous a manqué depuis 8 ans. Et c'est vrai que s'il était sur place, nous aurions d'autres stratagèmes, nous aurions d'autres stratégies, nous aurions d'autres discours. Cela est un fait que c'est le leader du MLC, mais cela ne nous a pas empêché, lorsque je vous parle du fait que nous sommes la deuxième force de l'opposition, nous talonnons l'UDPS alors qu'en 2011, le président national n'était pas là. Ça veut dire que le MLC, c'est un état d'esprit, le MSC, c'est un parti politique et c'est un projet aussi. Donc, le président n'est pas là, mais nous continuons à batailler. C'est ce qui explique que je suis avec vous sur un plateau en train de discuter. C'est ce qui explique que le professeur Joly fait pareil, que monsieur Ling a fait pareil, que madame Bazaïba, qui est une femme qui est quand même brave, il faut quand même le reconnaître, qui est courageuse, continue à batailler. Ça veut dire que nous avons un projet, et aussi longtemps que nous n'avons pas parachevé ce projet, nous ne l'avons pas construit, nous ne l'avons pas fignolé, nous n'avons pas atteint nos objectifs finaux, on ne va pas s'arrêter. Maintenant que les gens disent que nous sommes affaiblis, mais moi je répondrai à toutes ces personnes-là que, en l'absence de notre président national, alors que M. Tshisekedi, le président de l'UDPS, était candidat, nous sommes les deuxièmes. C'est quand même à féliciter, parce que je connais, et peut-être que ça n'existe pas dans ce pays, des partis qui peuvent tenir autant d'années sans leur leader charismatique et qui fassent la route. Malgré les débauchages. Voilà, donc malgré les débauchages, comme on dit, certains musiciens disaient, je voulais dire, excusez-moi, musicien, et un Nzetambi, là, donc les gens partent, les gens viennent, et puis voilà, ça continue. C'est une institution qui va traverser les âges. Après M. Bemba, il y aura d'autres personnes. Après nous, il y aura d'autres personnes. Et je pense que c'est comme ça que doit se construire un parti politique autour des idéaux, autour d'un projet. Merveille Londola. Alors, Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes porte-parole du MLC. On vous sent revenir sur les concertations de 2013. Apparemment, on sent que vous n'êtes pas en remis d'avoir été amputé de certains de vos membres. Alors, puisque nous parlons de l'affaiblissement du MLC, j'aimerais renchérir, comme Madame Laurette l'a fait tout à l'heure. Le MLC affaibli, oui, parce que comment vous justifiez le fait que les députés provinciaux, lors des dernières élections des assemblées provinciaux, encore de gouverneurs, n'aient pas obtempéré au mot d'ordre du parti? N'est-ce pas un affaiblissement du parti? Mais il faut voir que ces personnes étaient quand même conditionnées. Lorsque vous avez des députés provinciaux qui font 8 mois sans être payés, à qui on vient leur raconter que si vous ne votez pas X ou Y personne, il y aura des conséquences parce que nous allons fermer l'Assemblée provinciale. Vous savez, il n'y a pas le respect, il n'y a pas la séparation de pouvoir dans notre pays. Donc ces assemblées-là n'ont pas fonctionné. Ces députés ont été paupérisés et ils ont été mis sous condition d'accepter n'importe quoi au nom de l'argent et des menaces. Donc, je pense qu'il y a un problème de conscience individuelle et il ne faut pas ramener le problème au niveau du MLC. Je pense que vous avez vu le dédoublement des partis politiques. L'ARC s'est dédoublé, l'UNAFEC s'est dédoublé. Donc, je veux dire qu'à un certain moment, il y a la conscience individuelle qui intervient et il y a le contexte aussi. Et donc, pour nos amis du Sud-Obangui qui n'ont pas respecté le mot d'ordre du parti, c'est tout à fait triste pour nous parce que c'est quand même Guémena, c'est quand même un symbole, mais comme je vous le dis, chacun de nous répondra de ses actes et lorsqu'il y aura des élections provinciales, vous verrez qu'ils seront sanctionnés par la population. C'est le moins, la plus petite chose que je puis vous dire, c'est que nous sommes dans un pays compliqué où les gens n'agissent pas en fonction des idéaux. Dans certains cas, les personnes sont conditionnées. Dans d'autres cas, elles font de la politique parce qu'il faut simplement le faire. Elles n'ont vraiment pas la vocation. Et à un certain moment, il ne faut pas que nous péchions en pensant que le fait qu'une personne ne respecte pas l'ordre d'un parti, c'est un péché. Parce que regardez très bien ce qui se passe au PPRD. La plupart des militants viennent avec des chemises couvertes. Il y a le polo du président Kabila à l'intérieur. Il y a la chemise au-dessus. Lorsqu'il y a la manifestation, ils enlèvent la chemise. Lorsque la manifestation est finie, ils referment la chemise, ils la boutonnent jusqu'au dernier bouton et ils rentrent à la maison. Donc je veux dire que les gens ne comprennent pas. Et avec 400 partis politiques ou avec 500 partis politiques, c'est difficile d'avoir des personnes qui sont vraiment convaincues par une idéologie. On a plutôt des courants et bon, voilà. Donc on doit relativiser.
Non, parce qu'ils sont conditionnés, vous laissez des lots entrer dans la barre. Quel est le sort que vous avez réservé à tous ces gens qui ont refusé de tempérer au mot d'ordre? Le collège des fondateurs, le comité exécutif national, nous avons un inspecteur en la personne de M. Njoli qui prépare des sanctions appropriées. Mais moi, ce que je sais, c'est que ces personnes ne seront pas reprises sur nos listes. C'est-à-dire que nous aurons, à un moment donné dans ce pays, des élections provinciales, des élections nationales, et toutes les personnes qui se sont illustrées par des actes en reprimant des alliés, des actes qui vont à l'encontre des intérêts du parti, toutes ces personnes seront écartées de nos listes. Et c'est ça la sanction, parce que finalement, nous avons il y a un petit piège dans la loi électorale, il y a un petit piège dans la loi concernant les partis politiques, c'est que une personne qui se retrouve dans un parti garde son siège dès lors qu'elle est révoquée, et si elle quitte librement, elle le perd. Donc ça veut dire que pour nous, révoquer des députés provinciaux ou nationaux, c'est leur rendre service, parce que finalement, elles vont garder leur siège. Donc nous laissons les choses couler, et à un moment donné, au moment important, lorsqu'il faudra aller présenter des listes pour les différentes élections, nous allons agir en conséquence. Donc vous ne comptez plus sur eux alors? Mais ils nous ont déçus. Vous comprenez très bien que lorsque vous aviez M. Makila, qui lui aussi est dans l'opposition, ce n'est pas ça le problème. Mais dès lors qu'il y a un ordre qui est donné, il y a une ligne de parti qui est définie, et que des personnes qui disent s'affilier ou appartenant à ce parti ne la respectent pas, il y a un problème. Ne pas réagir serait quelque chose de quand même malsain ou complaisant. Alors, une petite question de curiosité. Combien de députés avez-vous, en fait, combien de gouverneurs ou encore combien des assemblées provinciales avez-vous gagné lors des dernières élections? Nous avons gagné pour ces dernières élections que le Nord Ubangi avec M. Simba, qui s'est présenté comme indépendant mais qui est du MLC. Donc c'est la seule province pour laquelle nous avons gagné les élections. Bon, nous avons, voilà, les élections concernaient la partie, cette partie-là, donc le Nord Ubangi, le Sud Ubangi, la Chopo, ainsi de suite. Sur les 5 postes à pourvoir, nous avons gagné un. Ce n'est pas un motif, ce n'est pas un mobile de fierté. Nous n'en sommes pas fiers. Nous aimerions gagner, nous aurions aimé gagner plus, mais malheureusement, les conditions de terrain, dès lors que vous avez un président de l'Assemblée nationale qui, je ne sais pas sous quel budget, a frété un avion pour aller participer à la campagne, on comprend très bien que c'est très compliqué, mais bon, voilà, on accepte la défaite sportivement et nous demandons à ceux qui ont été élus, notamment M. Simba, vous avez l'Assemblée provinciale et le gouverneur MLC, nous espérons qu'ils vont faire du bon travail pour l'Issala. Voilà, d'où la thèse d'un affaiblissement du MLC justifiée parce qu'on ne sent plus cet MLC de 2006 non, avec Jean-Pierre Bemba. Vous savez, il n'y a aucun parti qui est fort. Parce que la force d'un parti est sous-tendue par l'adhésion et la compréhension des enjeux par les adhérents. Aujourd'hui, nous, le MLC, nous sommes dans l'opposition. Nous avons la majorité de la population, pas seulement en tant que MLC, mais en tant qu'opposition, parce que ce pays a été mal géré pendant 10 ans. Mais je vais dire la même chose du PPRD. Vous avez vu, par exemple, lorsqu'il y a eu la manifestation à la Fikine ou lorsqu'il y a eu la manifestation sur Triomphal, malgré qu'on paye de l'argent, malgré qu'il y a des jetons pour participer à cette manifestation, les gens ne sont pas venus. Il n'y a aucun parti aujourd'hui qui peut dire qu'il sort de ce que moi j'appelle ici la fracture sociale, c'est-à-dire le désamour qui existe entre une population désabusée qui ne voit pas ses problèmes résolus et, in fine, une classe politique qui promet le changement, mais le changement n'arrive toujours pas. Donc, c'est une situation généralisée et il faut la prendre dans un contexte plutôt globalisant. Je peux, Merveille? Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabonge, le chef de l'État, qui le dit, c'est la Cour constitutionnelle, reste en fonction jusqu'à l'élection du président élu. La Cour n'a fait qu'interpréter la Constitution. Et moi, je me demande, mais pourquoi le MLC a marché? L'arrêt de la Cour, comme vous le savez, est susceptible d'aucun recours. Quel était l'objectif principal? Vous saviez, M. Wade aussi, il avait eu un arrêt de la Cour favorable. Il y a M. Babo qui avait eu un arrêt de la Cour qu'il a proclamé président, mais il est à la CPI. Au fait, l'article est tellement clair. L'article parle d'un président élu. Et on parle de l'effectivité d'un président élu. Qui dit effectivité parle d'une action que l'on palpe, parce que dans tous les pays du monde entier, il y a un délai qui sépare la date de l'élection et la date d'entrée en fonction. Donc M. Kabila, ou le nouveau président qui va arriver, même s'il est élu, entre guillemets, le 19 décembre, il ne sera pas au palais de la Nation le 20 décembre. Il y a un temps pour la passation des dossiers, pour le déménagement, ainsi de suite. C'est de ce temps-là qu'il s'agit, c'est-à-dire le temps qui sépare le jour de l'élection, c'est-à-dire la proclamation des résultats, et le jour de la prise de fonction. La Constitution n'a jamais fait allusion à autre chose, raison pour laquelle elle renchérit pour dire que dans l'article 220 que rien ne peut être modifié, et elle dit que le mandat du chef de l'État est renouvelable une fois, et puis c'est tout, il n'y a pas un jour de plus. Donc quelque part, nous n'avons pas marché contre l'arrêt de la Cour, parce que pour nous c'est un non-événement.
La Cour a fauté lorsqu'elle parle du président actuel. Il ne faut pas confondre l'institution présidence de la République avec la personne de M. Kabila. Cette institution de l'article 75 peut être assumée par n'importe qui, peut-être vous. On peut vous désigner, comme on l'a fait en Centrafrique, comme présidente par intérim. Donc la Cour devait se limiter à dire le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais dès lors que vous êtes dans une forme d'empêchement, parce que finalement, lorsque vous atteignez le 19 décembre, M. Kabila n'est pas candidat. M. Kabila ne pourra pas être candidat. Donc il est empêché définitivement comme candidat à cette fonction. S'il atteint le terme de son mandat, mais bon, quelqu'un d'autre, comme on l'a fait avec les commissaires spéciaux, vous vous rappelez, la même Cour, lorsqu'il s'est agi, excusez-moi, de nommer les commissaires spéciaux, elle n'a pas dit les gouverneurs actuels resteront en place jusqu'à l'élection des nouveaux gouverneurs. Pourtant, c'était plus simple. Vous aviez un gouverneur, la province a été démembrée, le gouverneur pouvait attendre qu'il y ait d'autres élections pour que les autres gouverneurs viennent, mais la Cour n'a pas jugé ça utile. Elle a préféré qu'il y ait d'autres personnes ou d'autres personnalités, et c'est le gouvernement qui a nommé les commissaires spéciaux, pour gérer les provinces. Donc la Cour pouvait aussi nous dire, en attendant l'élection du nouveau président, nous nommons, il y aura un président spécial ou le président du Sénat pourra suivre. Donc ça c'est une logique, ça c'est du syllogisme, parce que nous sommes dans le même cas de figure où vous avez une certaine forme de vacances, parce que le président de la République ne peut pas se représenter et parce qu'il est au terme de son mandat. Jusqu'à l'installation du nouveau président, il y a un vide, et ce vide-là peut être comblé par de l'intérim, c'est-à-dire avec le président du Sénat, ou une mesure exceptionnelle qui peut être une personnalité désignée qui fait le consensus, ou qui fait, qui crée autour de lui un certain consensus par rapport à la direction de la transition. Nous avons l'impression que nous n'avons pas le choix. Dialogue, il n'y en aura pas. On ne sait pas s'il y aura dialogue. Ça va faire bientôt une année. Élection non plus, il n'en aura pas. Donc, il ne nous reste que le président actuel qui doit rester en fonction jusqu'au jour où nous aurons un président élu, quand nous ne savons pas. Alors, imaginez-vous un scénario que et l'opposition non plus ne nous propose pas de piste de sortie. Non, on est dans un blocage. Madame, imaginez-vous un scénario où la CENI, elle vous dit qu'elle a besoin de 17 mois. Après 10 mois, elle dit qu'elle a un problème informatique ou qu'il y a une guerre ou je ne sais pas quoi. Et elle arrête le travail, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Mais vous pouvez faire 3-4 ans en train d'attendre un président élu. Ce n'est pas ce qu'a prévu la Constitution. Ça veut dire que quelque part, il faut que nous voyions quelles sont les prémices de cette Constitution. Pourquoi on a verrouillé certains articles? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, comptez le nombre de rébellions, comptez le nombre de coups d'État, le Constituant s'est dit, nous devons stabiliser notre pays. Et pour que nous stabilisions notre pays, nous devons le démocratiser et limiter les mandats. Donc, dans certains moments, nous verrions certains articles parce que nous ne voulons pas qu'une personne qui a fait un mandat, 2 mandats, se prévalent de ses propres turpitudes pour faire soit un 3e ou à la limite ne pas organiser les élections comme c'est le cas échéant. On dit, écoutez, on a des problèmes, on doit faire des nouveaux majeurs, ainsi de suite. Donc, on attendra jusqu'au jour où on aura des élections. La Constitution a été conçue pour éviter ce type de situation. Parce que ce sont des situations instables. Ce sont des situations qui mènent les gens, qui plongent les gens dans l'instabilité. Donc, si M. Kabila, le chef de l'État, à un certain moment se dit, écoutez, comme moi je veux rester au pouvoir, ben, on ne va pas faire des élections, on va attendre 2020-2025. Mais ça sera trop facile. Celui qui viendra après lui, il va faire un mandat, il va truquer avec l'histoire des pénaltys au 2e mandat, et à la fin de ce mandat-là, il va dire, écoutez, nous n'avons pas d'argent, le budget a chuté, nous n'allons pas faire des élections. La Constitution a été conçue pour éviter cette situation. Cela veut dire quoi? Que M. Kabila a eu 10 ans. Et il a eu les 5 dernières années pour préparer ce processus électoral. Lorsqu'on parle de l'enrôlement de nouveaux majors, madame, savez-vous que nous n'avons pas de carte d'identité dans ce pays? Cela veut dire en d'autres termes que la seule carte que nous avons, à part le passeport, le seul document que nous avons, c'est la carte d'électeur. Pourquoi attendre en 2015 pour poser le problème des nouveaux majeurs en termes référendaires? Ça veut dire quoi? L'opposition n'a pas vu ce mal de loin non plus. Non, cela veut dire que la CENI pouvait entre 2011 et 2015 enrôler les nouveaux majeurs progressivement, parce que c'est le seul document, non, ce qui, excusez-moi, j'ai utilisé un terme lingala, s'il y a quelqu'un qui, avec 14 ans ou 15 ans, qui fait un accident et qui meurt, quel document est là s'il n'est pas scolarisé? Il faut qu'il ait un document d'identité. Il appartenait à la CENI de continuer ce travail et de recevoir, naturellement, le gouvernement de donner les moyens pour continuer ce travail de manière continue. Ou pour faire ce travail de manière continue. Monsieur Jean-Jacques Mamba. Cela n'a pas été fait. Donc, à la fin, vous arrivez en 2015, vous posez le problème et vous dites que vous avez besoin de 16 mois. Raison pour laquelle, et je vous répondrai, on sépare les deux processus.
Le mandat du chef de l'État et les turpitudes de la CENI, c'est deux choses différentes. Si le chef de l'État atteint le terme de son mandat, eh bien c'est terminé. Nous allons continuer avec le problème de la CENI. Ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas qu'on mélange, il ne faut pas qu'on nous dise que le même président qui était incapable d'organiser en amont un processus électoral depuis 4 ans, c'est le même qui va donner la solution, pour autant qu'il n'est même pas candidat et il ne peut pas l'être. Donc comprenons-nous très bien. Le mandat du chef de l'État, c'est autre chose. En décembre 2016, si on n'a pas les élections, ok, son mandat est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous occupez de la CENI. Nous avons le président du Sénat. Nous avons le président du Sénat. Hors mandat. Nous avons le président du Sénat. Qui a glissé lui et aussi. Nous avons un consensus politique sur le principe de la responsabilité. Vous avez vu ce qui s'est passé en Haïti? Le président a été incapable d'organiser les élections dans les délais, il a démissionné. Il est parti. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser que dans ce pays, nous manquons des compétences et des possibilités de faire organiser les choses par d'autres personnes. Si nous établissons déjà que les personnes qui devaient les faire l'ont mal fait ou ne l'ont pas fait. C'est ça le principe de la responsabilité. Je vous confie une mission. Vous prenez un serment, vous dites « Je suis président de la République, je jure selon l'article 69 de respecter la Constitution. » Vous ne la respectez pas. Vous atteignez la fin de mon mandat et on va vous reconfier la même mission d'organiser les élections. Le problème, ce sont les pistes de solutions que nous voulons. Mais la solution, nous l'aurons. Parce que nous sommes à 70 millions d'habitants et autant de compétences. Mais nous l'aurons quand? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que le MLC dit. Nous avons dans ce pays la possibilité d'organiser les élections dans les délais et je pense que l'expérience de 2006 est un paradigme de la possibilité que nous avons de faire l'enrôlement des nouveaux majeurs en 4 mois. Si les moyens étaient donnés avant... Une proposition rejetée d'avance par la CENI. Hein. Pourquoi elle a rejeté? Parce que c'est la caisse de résonance de la majorité. Voyez-vous quand le 29 mai 2015, le président Kabila lance des consultations. Ça fait plus d'une année. Dites-moi, en une année, on aurait déjà peut-être fini. Est-ce qu'il faut que nous dialoguons pour enrôler nos nouveaux majeurs? Non. On a déjà fait le nettoyage de fichiers. On est passé de 32 millions à 30 millions. Dites-moi, est-ce qu'on doit dialoguer pour savoir si on commence par le bas, nous par le bas? Mais la CENI a dit qu'il faut un consensus. Oui. Merveille. En fait, monsieur Jean-Jacques Mamba, on ne comprend pas en fait ce que veut l'opposition. La CENI avait prévu un calendrier électoral qui fixait l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Vous, à l'opposition, vous avez récusé ces calendriers à plusieurs fois. Finalement, aujourd'hui, la CENI se trouve dans une situation où elle est obligée de dépasser le délai constitutionnel et vous criez à un glissement. Pourquoi vous avez récusé les calendriers électoraux? Alors, je vais vous dire, la CENI a proposé un calendrier avec 23 contraintes. À plusieurs fois. Je vous le dis et on va être sérieux, sans rigoler. La CENI propose un calendrier avec 23 contraintes. L'une des contraintes majeures, ce sont les moyens. Nous, l'opposition, nous n'avons pas de moyens donnés à la CENI. Okay? La deuxième contrainte, c'est le timing et le nombre d'élections programmées. Vous savez très bien quelle est la logistique qu'il faut pour réaliser des élections locales dans ce pays. D'ailleurs, la majorité est passée par la nomination des maires et des bourgmestres. Nous savons très bien que lorsque nous allons parler des chefferies, il faut une logistique très importante. Dans l'entretemps, le Premier ministre arrive, il n'y a pas très longtemps, sans rigoler à la télévision pour dire que nous perdons 2 milliards. Alors que nous n'avons qu'un budget de 8. L'Angola, le dernier budget était de 45 milliards. Donc nous vivons avec 6 milliards pour 70 milliards d'habitants. Ça veut dire moins d'$1 par habitant, si on doit faire un calcul bête. La CENI demande des moyens, elle ne reçoit pas des moyens. Et vous vous faites le pari d'organiser cette élection en une année. Ce qui n'est tout à fait pas digeste. La seule recommandation ou la seule préoccupation de l'opposition, c'était de dire, compte tenu des contraintes budgétaires, organisons les élections qui sont assorties de contraintes constitutionnelles par des articles ou assorties de verrous. Ça veut dire l'article 220, qui parle notamment du mandat du chef de l'État. Et attaquons-nous au problème des nouveaux majeurs. D'ailleurs, nous avons fait une proposition de calendrier aménagé. Mais comme la majorité savait très bien que ça allait être la pierre d'achoppement, et que la CENI, c'est la caisse de résonance de la majorité, aujourd'hui, quand ils sont en train de parler, ils ne parlent pas d'élection locale. Ils parlent de l'élection présidentielle qu'on pourrait organiser après avoir enrôlé tous les nouveaux majeurs. Mais disons-nous la vérité, même en France, même aux États-Unis, quel est le taux de participation des élections? En 2006, l'UDPS n'a pas participé au scrutin. Vous savez combien de jeunes l'UDPS a? Les élections ont été validées. Nous sommes dans un pays de 70 millions d'habitants. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais s'il faille sacrifier l'élection des gens de la diaspora et des nouveaux majeurs pour avoir les élections dans les délais,
du moment que M. Kabila n'est pas candidat? Pourquoi il devrait se soucier que cela se fasse? Mais c'est sur base de quel principe vous refuserez à des compatriotes un droit constitutionnel? Puisqu'ils sont majeurs, ils ont le droit de vote. Nous ne refusons pas. Parce qu'en 2006, le même droit n'a pas été refusé. Mais les personnes ne se sont pas enrôlées et n'ont pas participé aux élections. En 2011, nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. Il y a plus de 15 à 20 millions de la population qui n'est pas allée voter. Ce n'est pas un droit que nous refusons, mais nous posons une question qui est fondamentale. L'abstention est un droit. Si quelqu'un refuse de s'enrôler ou d'aller aux élections, nous posons la question aux jeunes d'aujourd'hui. Et faites cet exercice d'aller dans la rue. Demandez à un jeune qui a 18 ans, vous lui dites, choisis entre voter cette année, choisis entre ne pas voter cette année et voter en 2021. Et que M. Kabila reste à la tête de l'État. Ces jeunes qui n'ont rien eu de M. Kabila, le chef de l'État, qui est jeune, les gens ont cru en sa jeunesse. Les jeunes, pas de bourse pour les étudiants, pas d'emploi pour les gens. Vous croyez que cette personne-là va accepter que M. Kabila fasse 3 ans de plus? Alors je vous parle des jeunes qui ont fait la marche en 2015, qui se sont fait tuer par centaines, qui ont marché pour revendiquer, pour un simple alinéa 3 de l'article 8 de la loi électorale, qui ont accepté de marcher. Nous avons une ville paralysée. Allez voir ces jeunes et dites-leur, soit vous votez pas, soit M. Kabila, le chef de l'État, reste au pouvoir. Ils vous diront, je préfère que nous ayons des élections en 2016. Vos propos démontrent qu'un dialogue est important. Un dialogue est important. Il faut aller au dialogue. Non. Pour parler de tout ça, il faut aller au dialogue. Que nous disons? Pour que l'opposition puisse s'entendre et dire que nous voulons aller aux élections, mais avec l'ancien fichier, nous voulons, par rapport à l'agencement des élections, nous voulons commencer par l'élection présidentielle au lieu de commencer par l'élection au niveau de la base. Je tiens à vous dire quelque chose. Le MLC n'a jamais dit, je suis porte-parole du MLC, donc je suis un peu, entre guillemets, sans prétention aucune, l'un des vecteurs des aspirations du MLC. Nous n'avons jamais dit que le dialogue est une mauvaise chose. Nous refusons la conditionnalité du dialogue pour aller aux élections. Cela veut dire quoi? Que vous avez une fraction de l'opposition qui veut aller au dialogue. Vous avez cité ici M. Bitakwira et M. Stembika et peut-être d'autres opposants. Vous avez une grosse partie de la société civile qui veut aller au dialogue. Vous avez la majorité qui veut aller au dialogue. Mais pourquoi le dialogue ne se fait pas? Donc nous disons que ce dialogue-là aurait pu être fait depuis très longtemps parce que les concertations nationales ont eu lieu alors que l'UDPS n'a pas participé, l'UNC. Donc pour nous, nous disons, on ne doit pas gâcher ou perdre le temps à attendre que des personnes qui disent non disent oui, alors que finalement vous ne traitez que des questions électorales. Faites le dialogue, sortez des propositions. Les chefs de l'État veulent un dialogue inclusif. Et si ces propositions cadrent avec la Constitution, pourquoi nous allons nous y opposer? Alors, quelle est l'alternative que vous proposez? En vous entendant, vous êtes parmi ceux qui prédisent les chaos. Qu'est-ce qui arriverait en décembre 2019 s'il n'y a pas élection? Écoutez, le gros problème que nous avons dans ce pays, c'est que vous avez l'impression, et vous-même en vous exprimant, vous avez l'impression que ce pays est privatisé. Ce pays vous appartient. Ce n'est pas une question que vous allez me poser. M. Kabila n'est que dépositaire de l'autorité publique via les urnes. M. Kabila n'est qu'un président élu. Il est congolais comme vous et moi. M. Matata provient d'une majorité. Ça veut dire que ce pays nous appartient. Pourquoi devrait-il y avoir chaos? Simplement parce que nous disons que M. Kabila a fait à sa mission et qu'il doit déposer. Pourquoi doit y avoir chaos? Puisque vous refusez les élections, vous refusez les dialogues. Quelle est l'alternative? Nous ne refusons pas les élections. Nous exigeons des élections. Regardez, nous avons déposé nos listes provinciales. Pas d'audit sur l'argent que nous avons déposé comme caution. Les élections n'ont pas eu lieu. On ne sait pas ce qu'on a fait avec l'argent. Et vous allez dire que l'opposition refuse les élections. Même si les élections locales se présentent aujourd'hui, nous allons y participer. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas un refus des élections. Le problème, c'est un refus que ceux qui ont fait en sorte que les élections n'existent pas ou qu'elles n'aient pas lieu continuent à nous gérer après la période butoir qui est définie par la Constitution. Le calendrier électoral, en ce qui concerne le président de la République, est dans la Constitution. Mandat renouvelable 5 ans une fois. On n'a pas besoin d'un deuxième calendrier. Nous savons la date à laquelle le président de la République a prêté serment et nous savons la date à laquelle son mandat finit. On n'a pas besoin d'un calendrier pour cela. Donc ne nous accusez pas de refuser et les élections et le dialogue parce que nous sommes demandeurs d'une exigence qui est constitutionnelle, celle d'avoir des élections dans les délais prescrits par la loi. Alors, Monsieur Jean-Jacques Mamba, on peut tout dire. La CENI n'organisera pas les élections en 2016. Il n'y a aucun signe. Il n'y aura pas élection en 2016. Et je reviens à la question de Merveille. Quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons ceci.
lorsque le Premier ministre roule avec un cortège de 1 million de dollars, et nous le répétons, nous n'allons pas fatiguer de le dire, que le gouverneur de la ville roule avec un cortège avec des VX de plus de 1 million de dollars, on ne peut pas nous avancer le manque de moyens pour organiser les élections. Parce que c'est déjà donné un mauvais exemple. S'il n'y a pas élection dans les délais, je viens de vous le dire, je le répète, nous séparons le mandat du président de la République des problèmes électoraux. S'il faille que nous fassions une refonte de la CENI, nous la ferons. S'il faille que nous ayons des élections en retard, elles arriveront en retard. Mais ce que nous refusons... Des élections en retard avec Joseph Kabila à la tête. Voilà le problème. Nous disons ceci. Pour que Kabila soit à la tête, le chef de l'État, il faut qu'il ne soit pas partie prenante ou qu'il n'ait pas été partie prenante du désordre actuel. Parce que l'article 69 lui demande de respecter et de faire respecter la Constitution. Lorsque nous sommes passés de 2 tours à 1 tour, que nous n'avions pas eu les élections des sénateurs et des députés provinciaux, le chef de l'État pouvait convoquer un dialogue. Il pouvait s'inviter pour dire, écoutez, nous n'avons pas eu ces élections, il y aura des personnes qui vont dépasser leur mandat. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'il serait dans son dernier mandat et que la majorité allait se prévaloir de ses propres turpitudes en donnant comme paradigme les sénateurs et les députés provinciaux et les gouverneurs. Donc cela n'a pas été fait parce qu'il est auteur moral, en tant qu'autorité numéro 1 du pays, du désordre que nous avons. Donc ce que nous refusons, c'est quoi? Si nul n'est tenu à l'impossible, et que nous arrivons à un moment où il y a un mur devant nous, parce que nous ne pouvons pas avoir les élections dans le délai, il ne faut pas que la personne, ou que les personnes, ou le groupe de personnes qui ont créé ce mur, nous gèrent pour trouver la solution. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'il y ait un principe de responsabilité dans ce pays. Monsieur Hollande, Monsieur Obama, vous aviez vu avec Bill Clinton, s'ils commettent une faute et qu'il y a une procédure d'impeachment, ils sont dépositaires de l'autorité publique. La population peut reprendre ce pouvoir. Monsieur Kabila, le chef de l'État, c'est un individu comme vous et moi. Monsieur Matata, c'est un Congolais comme vous et moi. S'ils ont failli à leur mission, pourquoi vous refusez le principe de la sanction? Par quel mécanisme il faut reprendre le pouvoir? Mais madame, nous arrivons au terme de son mandat, il doit simplement déposer. Le gouvernement devrait, selon la Constitution, se plaindre au niveau ou déposer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour déclarer la vacance. Nous savons que cela ne va pas se faire. Raison pour laquelle il y a des articles comme l'article 64. Si on dépouille de toute la bonne volonté, parce que nous, le parti MLC, nous sommes un parti républicain, nous faisons tout maintenant par des voies pacifiques et légales. Si on dépit de toute notre bonne volonté, la majorité actuelle qui est incapable de donner l'eau, l'électricité, l'emploi, la scolarité pendant 10 ans, incapable de tout, veut se maintenir au-delà de tout compromis, l'article 64 nous oblige, pas nous en tant que parti politique, en tant qu'individu comme vous, comme monsieur, à se mettre sur la route comme une barrière pour empêcher que cela n'arrive. Donc la question n'est pas adressée simplement à nous, mais c'est une question que je peux vous poser. Qu'est-ce que vous ferez si M. Kabila, qui a failli sur toute la ligne, ne réussit pas, qui n'a pas réussi, je voulais dire, ne veut pas lâcher son mandat? Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous avez dit tantôt, et j'ai beaucoup aimé, le chef de l'État actuel est un citoyen congolais. Ce pouvoir vient du peuple, et nous sommes ce peuple-là. Ok. Est-ce que, je ne parle pas seulement du MLC, est-ce que l'opposition dans son entièreté, avez-vous déjà réfléchi, mené aussi, chercher à avoir une rencontre, par exemple, avec le chef de l'État, pour que vous puissiez lui présenter vos propositions? Ça aussi, c'est une bonne idée. Il ne faut pas seulement attendre, on a toujours dit, nous attendons partout, le chef de l'État a toujours tendu sa main à l'opposition. Mais est-ce que le sens contraire peut être possible? Chercher à le rencontrer personnellement, lui démontrer exactement ce qui va se passer au cas où il n'y a pas élection. Nous avions M. Coutinho, qui aujourd'hui est infirme. Nous avions M. Mouyambo, nous avons M. Diomi. Mais ce n'est pas à nous que vous allez dire, nous, MLC, d'aller rencontrer M. Kabila comme si c'était un fait exceptionnel. Nous l'avons rencontré. On ne doit pas faire comme Coutinho, on ne doit pas aller parler dans un stade, non. Allez le voir, demander une audience. Exemple pour vous dire que nous, MLC, nous avons été toujours partisans du dialogue et des solutions à l'amiable. D'ailleurs, nous avons cohabité avec le chef de l'État dans le 1+4, vous le savez. Nous avons été en concertation alors que tous les gros partis de l'opposition refusaient d'y aller, vous le savez. Donc nous avons rencontré les préoccupations de la majorité aux concertations, nous avons transmis nos préoccupations aux concertations, mais quel est le résultat? Le problème avec la majorité, c'est qu'elle ne tient pas parole.
D'ailleurs, vous avez bien remarqué que M. Tshisekedi, pour bien s'amuser avec la majorité, demande à ce que dans le comité préparatoire, il y ait M. Diom Ndonga là. C'est une manière de refuser. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, madame? Il n'y a négociation, il n'y a dialogue que lorsqu'il y a de la bonne foi. Lorsqu'une personne, à un certain moment, ne veut plus respecter des engagements antérieurs, vous pouvez palabrer pendant des années. Si cette personne campe sur sa position, vous n'aurez pas de résultat. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, que vise le dialogue? Le dialogue vise à obtenir une transition, on va dire comme ça, dans une forme d'euphémisme sournoise, pendant 2 à 3 ans. Nous refusons cela. Et nous le refusons d'accord avec l'énergie la plus grande lorsqu'il s'agit de M. Kabila. Parce qu'on ne sait pas pendant ces 3 années qu'est-ce qui va se passer. On peut retomber à une 4e république, où on pond une nouvelle constitution, et quand il y a une nouvelle constitution, le chef de l'État peut se représenter. Nous refusons cela. Alors, monsieur Jean-Jacques Mamba, vous étiez à la rue le 26 mai dernier, une marche qui avait été, une activité bien sûr qui avait été autorisée. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y ait encore oppression, tir à balles réelles ou encore à lacrymogène? Qu'est-ce qui justifie? Mais écoutez, nous sommes le 17 mai 1997. M. Kabila, le père, vient nous expliquer qu'il est venu nous libérer avec une armée, comme il a dit lui-même, un conglomérat d'aventuriers. Ils arrivent ici, ils nous libèrent de la dictature et on nous replonge dans la dictature. Ça veut dire qu'avant Mobutu ou pendant Mobutu est égal à après Mobutu. C'est la seule explication que je puis vous donner. Vous allez sur la RTNC, vous ne verrez jamais des meetings du MLC ou de l'UDPS ou ainsi de suite. C'est une chaîne consacrée au chef de l'État. Vous allez sur d'autres chaînes, c'est pareil. Arrestations arbitraires, des gens se font arrêter, ils font 2 ans sans être jugés. Des arrestations politiques, des jugements par-ci par-là qui sont dictés par un ministre qui vous dit « j'ai donné injonction au procureur général de la République ». Dans quel pays, dans quel état de droit un ministre peut donner une injonction à une institution judiciaire? Ça ne se fait que dans ce pays. Donc la réponse, vous l'avez. Nous sommes dans une dictature. On a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Et malheureusement, bon, ça continue. Et nous devrions voir dans quelle mesure on peut améliorer la situation. Et bon, voilà, il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu des tirs et ainsi de suite. On est dans une dictature qui vous permet avez qu'on accorde quand même la parole à l'opposition de temps en temps. Vous savez, Une dictature moderne, bien modérée. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on va le dire très rapidement, donnez-moi une minute. Oui. À l'époque, nous avions la colonisation. C'était un système qui était très dur. L'Afrique entière a demandé les indépendances. Mais vous savez qu'on a continué à nous coloniser, mais proprement. Parce qu'on nous a installé les dictatures et ça permettait aux colonies de continuer à exploiter nos pays, alors qu'en réalité, elles n'étaient plus là. Nous avions quitté la dictature de Mobutu où il y avait 2 bulletins de vote. Et aujourd'hui, nous entrons dans une dictature, une démocratie dictatoriale où vous avez une majorité mécanique, où les urnes fabriquent des résultats imaginaires. Vous avez une majorité qui, tous les jours, ne sanctionne personne et ainsi de suite. Alors la polémique, c'est aussi la marche du 26 avril dernier. Alors je vais aller le dire. Madame Eve Bazaïba a-t-elle reçu réellement une balle? Vous savez, comme elle le dit dans le réseau social. Je n'ai pas vu un médecin légiste qui est venu contredire cette assertion. Madame Eve Bazaïba, que j'ai visitée hier, qui a aujourd'hui une béquille, qui est une brave femme, que nous soutenons parce que non seulement nous sommes du MLC, mais c'est l'une des rares femmes qui aujourd'hui soutient le combat qui est le nôtre, qui est un combat national, du respect de la Constitution et de la démocratie. Cette dame n'est pas allée à la marche avec une plaie. Vous croyez que sans rigoler, elle va se faire, comme vous aviez vu, siturer, et vous aviez vu les photos, je suppose, de rester sur les réseaux sociaux, par plaisir? Siture, oui, mais blessée par balle. Mais elle l'affirme. C'est pas une égratignure. Parce que je n'ai pas une autre version, je vous le confirme qu'elle a reçu une balle, parce qu'elle le dit. Parce qu'il y a des effets, il y a une atteinte à son intégrité physique et il y a des photos. Si vous avez une version contraire, dites-le moi. Mais même si ce n'était pas une balle. Parce qu'en fait, les gens veulent penser que si ce n'est pas une balle, c'est moins grave. Mais vous ne pouvez pas blesser un manifestant qui n'a ni pierre ni rien du tout, qui marche avec un drapeau. Vous ne pouvez pas tirer sur un manifestant qui marche parce qu'il veut que la Constitution soit respectée. Donc imaginez vous-même que ce n'était pas une balle. Alors on va se justifierait.
Le temps nous imparti est pratiquement terminé. On va chuter avec cette plainte d'une cellule de base du PPRD, les jeunes leaders du PPRD qui ont déposé une plainte auprès du procureur général de la République pour dénonciation pour imputation dommageable, incitation à la haine et outrage au chef de l'État suite à cette vidéo. Comment préparez-vous à répondre à cette plainte si on a procès? Mais est-ce que cette plainte est recevable? Est-ce qu'ils ont qualité de déposer cette plainte? Il faut bien regarder. Ça sera au procureur général de juger la qualité. Voilà, donc moi je ne vais pas entrer dans ces polémiques parce que je ne connais pas ces jeunes et je pense qu'il y a bien mieux à faire. Vous savez, le procureur général, c'est quand même une institution, c'est quand même la justice. Vous connaissez l'affaire des Panama Papers. Il y a des noms des Congolais qui ont été cités. Pourquoi le procureur ne s'en est pas saisi? Donc le procureur n'est pas là que pour régler les cas de l'opposition. Lorsqu'il y a des cas de la majorité flagrants, de vol, de détournement, M. Louzolo ici est chargé de, je ne sais pas, pour la commission de blanchiment et tout ça, qui est allé en prison? Donc arrêtons un peu de stigmatiser les actions de l'opposition qui ne vont que dans le sens de faire respecter la Constitution. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui nécessite que le procureur général de la République diligence des enquêtes sérieuses sur la gestion des ministères, y compris du Premier ministre. Vous craignez une autre arrestation dans vos rangs après le sénateur Jean-Pierre Bemba? Nous ne craignons... Madame Eva Zaïba, pour outrage au chef de l'État, par exemple. Écoutez, nous ne craignons rien. Si aujourd'hui, le procureur général de la République fait appel à Maman Eve via une convocation, Madame Eva Zaïba, pour répondre de ses propos ou de ses actes, nous allons l'accompagner parce que nous estimons qu'elle ne doit se reprocher de rien du tout. Mais ce que nous nous disons, c'est que la justice qui peut être instrumentalisée aujourd'hui, nous avions des ministres ici, je ne vais pas citer le nom, qui était ministre de la Justice de M. Kabila, aujourd'hui qui se retrouve nulle part. La même loi que vous utilisez pour brimer les autres, cette loi peut être utilisée contre vous lorsque vous n'aurez plus le pouvoir. Personne n'est éternel au pouvoir. Donc, nos amis de la majorité doivent faire attention. On va chuter pendant que l'opposition passe tout son temps à parler de l'alternance au pouvoir, du dialogue. Ben, nous voyons le chef de l'État, le gouvernement qui continue à travailler. Le gouvernement achète des avions, construit des immeubles intelligents et les choses avancent. Nous avons vu Itebe Kokolo en train de travailler. Le gouvernement évolue, mais l'opposition reste dans la distraction. En espérant que vous n'allez pas censurer ma réponse. Je vous dis qu'au Rwanda, lorsqu'on parle d'avions, le gouvernement rwandais a commandé 2 A330 d'usines. Les 3 avions d'occasion qui sont arrivés ici sont tombés en panne le même jour. C'est quand même quelque chose. Sont tombés en panne le même jour. C'est quand même quelque chose. Pour la sécurité des gens, c'est très grave. Les gens pouvaient mourir. Immeuble intelligent, en quoi cet immeuble est intelligent? Et montrez-moi une seule ligne du budget où il y a cet immeuble, où la construction de cet immeuble, où les avions. Pendant qu'il faut résoudre des vrais problèmes. Le taux de malnutrition a baissé. Ah bon? Dans quel livre vous avez vu ça? Quelle publication peut soutenir vos propos? Aucune. Il faut lire les statistiques du gouvernement. D'ailleurs, j'ai toujours soutenu que le chef de l'État, même pas lui, le Premier ministre, c'est un acteur. Il a dit qu'il y a 60% de taux de chômage qui a baissé. Dans quel film? Il tourne où ces films? Le taux de pauvreté également. Madame, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, lorsque l'opposition demande une ville morte, personne ne sort. Ce n'est pas parce qu'ils refusent d'aller travailler, mais la majorité n'ont pas de travail. Et donc pour eux, une ville morte, c'est quelque chose de normal parce qu'ils restent à la maison comme tous les jours. Donc on doit arrêter de rigoler avec la population. Nous avons un pays très riche. Au Maroc, on vient de faire une station polaire solaire qui alimente 1 million de foyers. Dans ce pays, pour avoir du courant pendant 1 heure, il faut intercéder. Alors que nous avons des barrages et ainsi de suite. Et que sur le lac Kivu, M. Kagame a créé une station qui transforme le gaz métal en courant. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Je pense que cette population est fatiguée. Mais nous disons merci au chef de l'État pour ce qu'il a pu faire. Mais nous refusons simplement qu'il aille au-delà de la confiance que nous lui avons donnée. Merci au chef de l'État pour ce qu'il a pu faire. C'est par ces propos de M. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, que nous mettons fin à cette émission Afrique Entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est un honneur. Et un grand merci à Merveille Lundula de l'émission Réplique et aussi à mon réalisateur Paul Béa. Nous nous retrouvons dans le prochain numéro d'Afrique Entretien. Merci.